Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. À tous ceux qui n'osent pas le changement et qui se sentent englués dans un quotidien qui ne correspond plus à leurs attentes, oser de changer de vie, que ce soit pour venir ici en Andalousie ou ailleurs, hein. Dans cet épisode, on part à la découverte de l'Andalousie à travers les yeux de Frédéric, ancien criminologue devenu guide touristique, mais aussi auteur du livre Andalousie, mon amour, fondateur du média Esprit Sud et de l'agence de voyage Flamenco Olé. Son histoire, c'est celle d'un coup de cœur pour une région qui l'a poussé à tout quitter pour s'y installer. Et aujourd'hui, il partage sa passion à travers des séjours immersifs, loin des sentiers battus. J'espère que notre échange vous donnera envie de tenter, comme moi, une expérience nomade sur les terres andalouses, ou qui sait, de vous y expatrier quelque temps, peut-être. Hello Frédéric, je suis hyper heureuse de t'avoir aujourd'hui avec nous sur le podcast Nomadness. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Le plaisir est partagé. Je suis très heureux de être entendu par l'équipe de Nomadness et toute son audience. Je me prénomme Frédéric, je suis belge d'origine de Charleroi, même si j'ai passé la plupart de mon temps à Bruxelles et je suis installé depuis un peu plus de 10 ans en Andalousie. C'est le droit et la criminologie, côté formation, une licence en management des ressources humaines qui forme mon bagage. Un travail plutôt passionnant de profiler à la police fédérale belge avec des missions pour des dossiers, par exemple, comme le dossier Fourniret ou Monique Olivier, par exemple. J'ai également bossé comme intermédiaire entre la police et la presse pour des programmes d'appel à témoins à la télévision. Et ensuite, crise de la quarantaine est arrivée. Elle se traduit par une volonté de tout changer. J'avais envie d'offrir un meilleur environnement de vie à ma famille, à mon fils de 4 ans. Donc, bye bye Bruxelles et vive Malaga. Un essai fructueux de 3 mois en 2014 et c'était parti. Et puis, la petite pause côté professionnel a été relativement courte, hein, puisque la connaissance des langues m'a permis de rapidement travailler dans le tourisme avec de belles et de nouvelles perspectives. Je dis souvent, j'ai toujours travaillé avec passion, mais pendant près de 20 ans dans un univers plutôt sombre et sans véritablement de gratification, celui de la police. Et puis maintenant, c'est la lumière avec l'Andalousie et voir les gens heureux, émerveillés de découvrir les terres du Sud. J'ai créé aussi avec 2 amis le média Esprit Sud en 2020 et depuis, c'est vrai que c'est un réel conte de fées. Enfin, on entend quand tu parles le soleil dans ta voix, ça fait vraiment plaisir. Donc tu es là aujourd'hui et notamment pour nous parler, de l'Andalousie, du coup de cœur que tu as eu. Quel changement en effet, de criminologue à guide touristique, sur les terres espagnoles. Du coup, comment est-ce que tu as découvert l'Andalousie? Pourquoi est-ce que c'est là-bas que tu as voulu t'installer quand tu as choisi de changer de vie? Et voilà, raconte-nous un peu ce coup de foudre, quoi. L'Andalousie est plutôt un véritable hasard, hein. C'était d'abord les îles Canaries qui m'ont plutôt séduit, mais le côté insulaire, l'accessibilité réduite et aussi l'offre culturelle aussi qui est très réduite sur ces îles, ça ne le faisait pas et des amis m'ont suggéré un jour: «Ah, tu connais Malaga? Faudrait que tu y ailles, une fois et découvrir un peu, l'Andalousie». Et donc un long week-end entre Benalmádena, Malaga et l'Alhambra de Grenade, ça a suffi à me convaincre et en quelques semaines, tout s'est rapidement enclenché. L'Andalousie a tout et je pèse mes mots, hein, des paysages somptueux, des plages magnifiques, une qualité de vie exceptionnelle. Les habitants ici sont accueillants, j'adore les Andalous, une vie trépidante aussi, il se passe toujours quelque chose et des villes aussi riches en culture et patrimoine. On est vraiment entre mer et montagne, pour moi, ça ne fait aucun doute, vraiment le paradis est ici. OK, et donc tu es parti en week-end et tu es rentré et tu as dit: «C'est bon, je pars vivre là-bas»? C'est passé comme ça?
Ouais, le week-end a été, décisif. Après 3 jours, je regardais déjà les offres immobilières. Cela a été un vrai coup de foudre, pour moi, un véritable coup de cœur et quelques allées et venues, quelques mois plus tard, on faisait un essai de 3 mois avec la famille, fin d'hiver, début de printemps, pour tester, cette potentielle expatriation. Cela s'est fait vraiment naturellement. OK, trop chouette et Malaga, sur la région andalouse, tu as jamais hésité? C'était Malaga tout de suite? Oui, c'était Malaga. Pour moi, c'était évident. J'ai, beaucoup apprécié, la ville où je me suis installé, c'est Benalmádena, qui est à proximité donc, de Malaga, qui est directement accessible aussi avec, le train. Mais c'est vrai que l'Andalousie est fantastique. C'est assez simple d'expliquer, le coup de cœur que j'ai eu pour cette région. La beauté de ce qu'offre l'Andalousie est assez exceptionnelle, hein. La lumière y est pour beaucoup. Je peux être, ému et touché face à un coucher de soleil sur la place de la Caleta, à Cadiz, avoir les larmes aux yeux lors d'une procession de la Semaine Sainte à Carmona, ou tout simplement, m'émerveiller devant la joie qui se dégage des férias aux 4 coins de la région. Vraiment, l'Andalousie, ça vous touche en plein cœur et j'en ai d'ailleurs fait un livre, «Andalousie, mon amour», un guide en édition propre qui est sorti, l'été dernier, et c'est vrai que c'est ma déclaration d'amour à l'Andalousie. Ouais, super. Ça je ne peux que plussoyer tout ce que tu dis là parce que j'ai les mêmes, coups de cœur de mon côté. Mais, est-ce qu'il y a des doutes que tu as pu avoir ou est-ce qu'il y a un moment où au contraire tu t'es dit: «Ouais, là vraiment c'est bon, j'ai fait le bon choix, c'est là quoi»? Non, j'ai, à aucun moment, ressenti des doutes. Les choses se sont enclenchées de manière, plutôt naturelle et j'ai eu des sensations de ne pas l'avoir fait suffisamment tôt. Je me suis posé la question, hein, pourquoi je ne l'ai pas fait, plus tôt? Parce que j'ai fait ce changement à la fin de la trentaine et finalement, beh, je me dis peut-être que j'étais prêt à ce moment-là de franchir le pas et voilà, non, je n'ai aucun doute sur ce choix et je me sens, plus andalou que je ne me sens belge. C'est drôle parce qu'il y a une expression qui dit, que tu connais, sûrement, mais qui dit pour les non hispanophones alors c'est à propos des Galitanos, donc des habitants de Cadix, qui naissent, où le cœur leur en dit, en gros. Donc ça décrit un peu les sentiments dont tu parles. Ça rejoint, cette, ouais, expression, ouais, tout à fait. Trop chouette et est-ce que tu aurais des meilleurs souvenirs ou un meilleur souvenir peut-être à nous partager, en Andalousie? Mes meilleurs souvenirs, eh bien, bah, ils sont plutôt, nombreux. Cela peut être, par exemple, la première fois où je croise dans son environnement naturel un caméléon. Je me souviendrai toujours, de cette fois où j'ai vu cette espèce protégée dans la zone de l'Axarquia, à proximité du village de Cañas de Aceituno. Ah, j'étais vraiment, super impressionné de voir un caméléon qui traverse, la route devant moi et j'oublierai jamais non plus, ce vendredi 19 avril 2019, le vendredi saint où j'ai porté le trône de la Vierge de la confrérie, de Monte Calvario à Malaga. C'était tellement puissant. Pendant plus de 9 heures, on a porté sacado el trono, comme on dit, avec tant d'émotion vraiment. Et lors de notre passage, par exemple, dans la Calle Larios, on a même eu, Antonio Banderas qui est descendu, de son appartement pour venir nous encourager, nous saluer. C'était vraiment incroyable et je dirais aussi que chaque jour apporte des instants de véritable bonheur. Il suffit juste de les regarder et de prendre conscience de la beauté de ce qui nous entoure. Les fêtes aussi, en lien avec le patrimoine, sont autant de moments d'émerveillement ici, dans le sud de l'Espagne. C'est vrai que toutes les fêtes sont absolument magiques, hein. Qu'elles soient en lien avec la religion ou pas, on s'en fout. C'est du patrimoine et les gens vibrent, ont les larmes aux yeux, rient, pleurent, c'est toujours très intense. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que tu as des fêtes en particulier en tête, que tu voudrais mentionner? Oh, j'adore toutes les fêtes ici en Andalousie. Je vous ai parlé déjà de la Semana Santa. J'adore les processions de la Semaine sainte. J'adore la feria, de Séville. C'est la première grande fête ici en Andalousie. Elle ouvre la période des férias, généralement une dizaine de jours après la Semaine sainte et puis commencent toutes les férias. La feria del Caballo aussi à Jerez, elle est exceptionnelle. De Sanlúcar de Barrameda, elle est incroyable. Avant, il y a aussi le carnaval de Cadix, c'est vraiment, un moment incroyable. À Malaga aussi, il est extraordinaire.
Les périodes de fêtes de fin d'année sont aussi, l'occasion de s'émerveiller dans la Calle Larios à Malaga, le jardin botanique de la Conception avec les illuminations. On peut aussi partir dans la campagne andalouse, par exemple aller, visiter le musée des crèches à Mollina, ensuite aller à Estepa, le petit village blanc, qui est réputé pour la fabrication des mantecados et des polvorones, les petits gâteaux sablés emballés comme des caramels qu'on s'offre pendant les périodes de fin d'année. Et on peut même, participer à des ateliers, de fabrication de ses propres petits gâteaux ou encore, terminer la journée, dans le même, environnement, d'aller à Rute où vous avez, des musées du chocolat, le musée de la Flor de Rute, qui est un musée du sucre avec des sculptures, géantes, de châteaux Disney ou de personnages et cetera. Et on peut terminer, l'après-midi, en visitant le musée de l'Ani, d'Anselmo, qui vous propose des anisettes délicieuses, à tous les goûts. Toutes les périodes de l'année sont fabuleuses en Andalousie, vraiment moi je suis un inconditionnel du patrimoine et du folklore, andalou. Trop chouette. Et du coup, on va peut-être passer à une partie plus pratique, de conseils pour les personnes qui, ont envie de visiter, ou de voilà, d'être nomade là-bas, comme c'était mon cas, voire de faire une phase éventuellement d'expatriation, plus ou moins longue. Après, on se prend vite au jeu avec cette région-là. Mais du coup, est-ce que tu aurais des ressources à recommander, pour, voyager en Andalousie, pour préparer son voyage? Peut-être des applications, des sites, qui seraient assez indispensables à avoir sur place ou à consulter avant, des essentiels à mettre dans son sac ou ce genre d'éléments? Je pense qu'il faut bien préparer son voyage. Je vais prêcher pour ma chapelle, hein, l'expression est bien choisie puisque la semaine sainte se profile, mais notre application Esprit Sud Magazine est notre magazine développé en 2020 est pour moi l'accessoire indispensable d'une découverte de l'Andalousie ou d'une expatriation, concluante. On a un guide touristique de l'Andalousie, Andalousie mon amour, un partenaire idéal pour découvrir les lieux incontournables, du sud de l'Espagne mais aussi pour sortir des sentiers battus. On y reviendra si tu veux tout à l'heure, parce que pour moi, le tourisme durable a vraiment une importance, surtout en 2025. On ne peut plus voyager de la même manière qu'on voyageait avant. Mais je ne cesse de le dire, même si l'Andalousie est la plus belle région du monde, je pense qu'il faut bien se préparer et ne pas partir fleur au fusil en se disant je m'expatrie et on verra comment ça se déroulera là-bas. Donc j'invite les gens à se plonger vraiment dans nos archives. Quant à vos valises, bah, maillot de bain, des bonnes chaussures de randonnée, la crème solaire bien sûr, des lunettes de soleil, le chapeau et surtout, moi je conseille bien sûr d'avoir un bon appareil photo ou un portable qui vous permet de faire de belles photographies pour capter tous ces moments merveilleux. J'ai véritablement développé moi, depuis, 10 ans une passion de la photographie en venant vivre ici. Je réalise toutes les photographies du magazine, Esprit Sud, celles du guide Andalousie mon amour bien sûr proviennent, de mon iPhone et j'ai exactement, je viens de vérifier, 102 660 photos et vidéos à ce jour sur mon téléphone portable. OK, je pense qu'on va faire un concours. Alors moi, c'est pas en téléphone, c'est en disque dur, mais c'est pas mal. 162 000 franchement, c'est pas mal. Tu parlais de ton approche, qui invite à découvrir l'Andalousie un peu autrement, hors des sentiers battus. Qu'est-ce que c'est pour toi, cette, découverte un petit peu différente et quels seraient tes conseils? Je le répète souvent à mes voyageurs, hein, que je reçois ici en Andalousie, l'Andalousie, c'est bien plus que la Costa del Sol, même si c'est vrai, que c'est très joli, hein, avec des jolis lieux, comme, Malaga, Benalmádena, le petit village blanc de Miras Pueblo ou le casco antiguo de Marbella, sans oublier, la ville jardin fleuri de Estepona. Mais l'Andalousie, c'est pour moi avant tout ces lieux plus sauvages, par exemple la Sierra de Grazalema, les magnifiques villages blancs comme Ubrique, Rute, Zahara de la Sierra, et cetera. Que dire, de la Costa de la Luz aussi, de toute la zone de Barbate, de Caños de Meca, son univers hippie. J'adore aussi Huelva et les marais du parc de Doñana, le lieu insolite de l'Ermitage et le Rocio à Almonte. Pour moi, ce sont des incontournables. Donc sortir des sentiers battus, c'est aussi, pour moi, favoriser un tourisme, plus durable, un peu différent. Les dernières années, je réalise que découvrir, la magnifique ville de Ronda, pour prendre cet exemple, en pleine journée, la semaine, n'offre plus les mêmes sensations, ni pour moi, ni pour mes voyageurs. Il y a trop de monde, cela perd, du coup, un peu de son charme et je pense qu'on doit, prendre conscience
qu'il faut voyager différemment et que nous avons tout à gagner en changeant notre vision, du voyage. Ouais, complètement, je suis hyper d'accord, avec ce que tu dis et par rapport à ce qui est le côté immersion dans la culture locale, j'imagine que le fait qu'il y ait beaucoup de touristes dans cette région-là, mais qui aussi en vivent, hein, c'est à double tranchant. Ça rend parfois, le contact authentique avec les habitants plus difficile. Quels seraient tes conseils, pour t'immerger vraiment dans la culture locale? Je dirais qu'il faut oser, il faut sortir des sentiers battus comme, je le disais, aller vers les habitants, partir découvrir, des lieux plus insolites, par exemple les villages des Alpes pour Arras, les pâturages verts, rappelant les Alpes. On peut y découvrir par exemple à l'écrine, des spécialistes en permaculture, travailler la terre avec eux, se régaler avec les produits, localement produits par ces agriculteurs ou encore, à Boubionne, participer à un atelier de tissage des tapis, carapace, sur des métiers à tisser anciens qui sont remis au goût du jour, par la population féminine locale. Donc je pense qu'il y a des expériences qui peuvent être, réalisées, dans la Sierra de Huelva à Aracena, par exemple. Je me souviens avoir expérimenté la cueillette des champignons avec des experts locaux. C'était juste une expérience extraordinaire. Il existe donc une nouvelle forme de tourisme et on peut amener, voilà, des groupes vers cette nouvelle forme et je pense qu'ils en prendront vraiment un super plaisir de visiter l'Andalousie de manière différente et tourner justement vers les Andalous et vers leur culture, vers leur manière de vivre et plus uniquement un tourisme de masse, qui, se concentre, sur les 4 indispensables, Malaga, Grenade, Cordoue et Séville. Tout à fait, c'est super intéressant ce que tu dis et j'imagine aussi que toi, tu as appris du coup l'espagnol. Enfin, j'imagine pas, je le sais parce qu'on a parlé ensemble. Mais, est-ce que tu penses que ça t'a aidé, toi, dans ta découverte de la région à t'immerger mieux localement? Est-ce que tu conseillerais de le faire? Quel ressenti tu as par rapport à ça? Je pense que pour, réussir son intégration dans quelconque, pays, tu dois absolument, aller vers la culture, qui t'accueille, c'est-à-dire, essayer de comprendre, le patrimoine, les us et coutumes aussi. Il faut aussi, bien sûr, pouvoir s'exprimer avec les habitants. Je suis assez surpris encore, d'avoir, par exemple, des voisins, qui sont d'origine britannique, installés ici depuis plus de 30 ans et qui ne savent même pas dire gracias quand ils vont au magasin. Ils vont encore dire thank you. Après 30 ans, je pense qu'il faut, bien entendu, aller vers les Andalous et parler l'espagnol. Ça me semble un minimum. Et puis, on a tellement à gagner à pouvoir maîtriser une nouvelle langue. On peut s'exprimer avec tout un chacun. On peut croiser des personnes lors de balades et eux vont vous ouvrir leurs portes beaucoup plus facilement si vous parlez la langue. Donc pour moi, c'est un indispensable. Il faut parler espagnol pour pouvoir, réussir son expatriation. Super, je suis assez d'accord avec toi encore, une fois sur ce point-là et par rapport à l'expatriation justement, quels sont les aspects, administratifs, culturels ou en termes de ça peut être rythme de vie, enfin tout ça auquel on ne pense pas forcément avant de partir, mais qui selon toi, sont importants de savoir? Est-ce qu'il y a des aspects aussi qui t'ont surpris peut-être, dans la région? C'est vrai que ce qui m'a un peu surpris au départ, c'est la slow life, andalouse, et c'est pas une légende. Ici, c'est vrai que tout est souvent despacito. Lors de mon installation, j'ai appris, cette règle locale: un jour, une tâche. Un document à obtenir à la mairie, cela peut être plus long que prévu, donc côté agenda, il faut éviter de trop les surcharger, surtout au début. L'absence de ponctualité aussi, même si j'avoue qu'après, plus de 10 ans, il m'arrive aujourd'hui de ne plus être aussi à cheval sur les heures de rendez-vous et d'arriver aussi en retard, donc voilà. Et je remarque aussi que les réactions étaient, plus fortes il y a quelques années quant à cette nonchalance. Je veux dire que, au départ, j'ai la sensation qu'il y a plus de 10 ans, quand je me suis installé ici, que les gens disaient toujours: «Ah, la qualité du travail n'est pas forcément, impeccable, que ça prend plus de temps pour un chantier et cetera, pour des travaux à la maison». Donc ils critiquaient, plus, je trouve, il y a quelques années, le travail de l'artisanat local ici, quand des personnes s'installent ici, qui veulent faire des réparations chez eux, qui veulent, changer, des salles de bain et cetera, des cuisines. Tandis que maintenant, je trouve que les personnes sont plus positives par rapport aux prestations, qui leur sont offertes ici en Andalousie. Ils sont plus indulgents aussi.
Peut-être parce que, comme ils le disent, en France, en Belgique et cetera, on peut dire qu'il est de plus en plus aussi difficile d'avoir des très bons artisans et d'avoir des prestations de qualité. OK. Et on peut même embarquer sur la question de la santé, hein. J'ai des personnes, par exemple, qui sont résidents ici. Ça veut dire qu'ils ont des soins qui sont prestés ici en Espagne, des soins médicaux, que ce soit dans la filière libre ou dans la filière privée. Ils sont très satisfaits des soins, espagnols et ils me disent: «De toute façon, mes amis qui habitent en France ou en Belgique et cetera, ne font que se plaindre, des longs délais pour obtenir des rendez-vous chez des spécialistes». Donc je pense que, voilà, il y a pas tellement de différence entre, l'Espagne ou le sud de l'Espagne et les prestations en règle générale, du nord de l'Europe. Ouais, on a tendance un peu toujours à penser que l'herbe est plus verte ailleurs et en fait, on en revient un peu. C'est vrai. Très clair. Du coup, dernier petit point sur l'aspect conseil qui concerne le tourisme responsable. La région, je le disais tout à l'heure, hein, et puis tu le dis aussi, en souffre dans une certaine mesure parce qu'il y a, voilà, la question de crise du logement, donc les prix qui augmentent, les locaux qui ont du mal à se loger, les ressources qui peuvent être en tension et notamment l'eau en Andalousie, on le sait. Alors, là, je ne sais pas comment c'est du côté de Malaga, mais je sais que du côté de Cadix, ces 3 dernières semaines, il a plu à torrent, et les aléas du changement climatique, mais il y a aussi des augmentations du coût de la vie pour les locaux. Enfin bref, beaucoup d'impacts. Comment est-ce que toi, tu conseilles de visiter la région en diminuant son impact, sur ces aspects-là? C'est vrai que les derniers jours, on a connu, des quantités assez astronomiques d'eau, c'était assez, surréaliste. Aujourd'hui, enfin, le beau temps est de retour. Hem Et par rapport à cette question, bon, on en revient, à cette nécessité, je le disais, d'un tourisme durable et de qualité. Opter pour un logement, par exemple, du côté, de Monda ou de Guaro, on est à peine à une demi heure, de la place des Oranges à Marbella, eh bien, je trouve ça plus judicieux, par exemple, que, de loger directement dans le centre de Marbella ou à Puerto Banús, où, il existe une véritable crise de logement. Nous devons aussi, nous éduquer, opter pour des séjours, différents. Il en va bien sûr de la survie d'une qualité de l'accueil de nos hôtes. J'avoue, avoir été à moitié surpris, par l'émergence, des premières réactions l'an dernier, des locaux contre le tourisme. Certes, on ne scie pas, la branche sur laquelle on est assis, mais c'est devenu assez impossible de se loger dans les stations balnéaires de la Costa del Sol, hein, que ce soit Marbella, que ce soit Fuengirola, les prix ont flambé et du coup, les locaux ne peuvent plus se loger, la main-d'œuvre disparaît, plus assez de jeunes, travailleurs pour les restaurants comme serveurs, dans les boutiques, et cetera, les boutiques de souvenirs. Donc on manque de main-d'œuvre, on manque de logements pour les locaux. Des quartiers comme, l'Albaïcine à Grenade voient fleurir des affiches peu flatteuses aussi pour les tourismes, étrangers. Vous parliez aussi, Chloé, du stress hydrique, comment faire comprendre aux locaux aussi, qu'ils sont en restriction d'eau ou aux personnes qui sont installées ici avec 170 litres, par foyer alors que l'on continue à construire d'immenses urbanisations qui seront avant tout achetées par des Nordiques au pouvoir d'achat, démesuré. Donc, la construction de logements sociaux en plein cœur des villes, réservés aux locaux, par les autorités, locales est bien sûr un premier pas et une priorité, mais je pense qu'il y a bien d'autres points à améliorer et surtout à nous éduquer pour, changer, véritablement notre manière de voyager. Des changements politiques, oui, mais aussi, des changements des citoyens. Nous avons tous un rôle à jouer par rapport à cela. Ouais, carrément. Et si demain je devais, aller voir une expérience, touristique ou même sur le plus long terme, par exemple nomade, de quelques mois en Andalousie, comment est-ce que tu me conseillerais de faire? C'est vrai que pour moi, nomade en Andalousie en quelques mois, la réponse est assez évidente. C'est Malaga, sans le moindre doute, parce que la ville a tout ce que l'on peut rêver, les plages, une vie culturelle avec plus d'une trentaine de musées. On ne s'ennuie jamais à Malaga. Le petit dernier, celui des jeux vidéo. Elle est hyper connectée, bien desservie. Malaga est le troisième aéroport du pays, derrière l'aéroport d'Adolfo Suarez à Madrid et celui de Barcelone. C'est une ville aussi hyper dynamique. On constate d'ailleurs énormément de nouveaux arrivants, des 4 coins du monde qui continuent leur activité à distance, dans la ville. Ils vont se retrouver dans des endroits où ils bossent, ensemble, des espaces de travail, partagés comme ça. Les conditions météo sont idéales tout au long de l'année et en train, on peut facilement rejoindre, Séville, Cordoue, Madrid
ou d'autres destinations. Donc pour moi, c'est vrai que Malaga est, à mes yeux, la destination de choix pour vivre une expérience nomade de plusieurs mois, même si on peut sortir de la ville et aller découvrir tout ce que l'Andalousie a à vous offrir. Grenade est une ville aussi attractive, mais attention l'hiver, il peut y faire relativement froid. Mais c'est vrai que c'est une ville estudiantine qui a énormément d'atouts. J'adore Séville, mais pour y vivre même quelques mois, c'est vrai que ça ne me tente pas beaucoup. C'est une ville à une échelle beaucoup moins humaine. C'est la sixième ville du pays. Et l'été est assez infernal avec les chaleurs que l'on connaît là-bas qui grimpent, grimpent, grimpent. Et il manque un argument de choix pour moi, c'est la mer à Séville. Donc, sans océan, sans air, c'est vrai que c'est pas simple. Mais l'expérience nomade en Andalousie, pour la réussir, je pense, comme tu le signalais, il est peut-être évident que sortir de ces grands spots peut conduire à une expérience beaucoup plus enrichissante et de se mêler véritablement à la population locale dans des villages. Je parlais par exemple du village de Lécrine tout à l'heure dans les Alpes-Haras, avec ses activités de permaculture. Je sais qu'ils accueillent dans des yourtes aussi, par exemple, des voyageurs pour 3, 4, 5, 6 semaines où les gens partagent le travail de la terre, partagent les récoltes, cuisinent ensemble, mangent ensemble, partagent leur expérience. Et c'est vrai que ce sont des expériences assez uniques à vivre ici en Andalousie. OK, super intéressant. Donc tu parlais de où vivre, sur le nomadisme. Effectivement, bah, moi, j'ai fait plusieurs villes à force. J'ai commencé ma première expérience à Cadix, qui est un peu mon coup de cœur jusque-là, et puis j'ai été à Cordoue, aussi. Alors j'ai pas été à Grenade, encore, mais je pense que c'est un peu similaire sur ce que tu disais, par rapport au froid. L'hiver, moi, j'ai été à Cordoue en décembre, donc j'ai eu froid. Les bâtiments à l'intérieur sont pas très bien isolés et cetera, et je pense qu'il fait très chaud l'été à l'inverse, que c'est un peu des cuvettes en plus. Donc ça, Malaga, j'y ai pas vécu et j'y ai été très récemment d'ailleurs en janvier là, j'ai visité une partie des endroits dont tu parles, donc ça me parle pas mal. Et puis Séville, ouais, je te rejoins, je pense que c'est une grande ville, que c'est très touristique, donc moi j'ai vraiment du plaisir à y aller quelques week-ends, comme ça, mais j'aurais peut-être pas vécu sur le long terme. Après, ce que je vais faire là pour essayer justement de diminuer mon impact par rapport à la question du logement notamment, c'est un volontariat. Donc, j'ai trouvé un volontariat dans une auberge de jeunesse en me disant que, bah, du coup, je vais aider dans le secteur, du tourisme, mais pour autant, ben, que c'est pas, un endroit où de toute façon les locaux se logent. Donc voilà, c'est pas parfait bien sûr, mais néanmoins, je me dis que peut-être ça peut être une piste, on en trouve, pas mal des volontariats ou dans, ça peut être des écovillages, des écolodges, comme tu en parlais, donc ça peut être des pistes aussi. Et puis je voudrais revenir sur, tu parlais de la chaleur, et alors moi ça m'a intriguée quand tu as dit que tu étais installée après une période d'immersion fin d'hiver, début du printemps, et du coup, est-ce que tu as pas appréhendé la chaleur de l'été? En ce qui concerne la chaleur ici, bah, sur les stations balnéaires comme, Benalmádena, Fuengirola, on a des températures qui restent quand même, assez idéales, tout au long de l'année, hein. Heu, Même si c'est vrai que juillet, août, on peut avoir des épisodes de terral où il fait relativement chaud, mais, en règle générale, c'est tout à fait supportable. OK, ça marche. Puis j'imagine que la présence de la mer, comme tu disais tout à l'heure, aide aussi, Ouais, ouais, tout à fait. On a la mer à proximité, donc c'est clair qu'il fait tellement chaud, en fin juin, jusque début septembre, je dirais, qu'on va pas aller à la plage, la journée. ouais. Tous les touristes y sont et nous, on va rejoindre les locaux, qui eux partent à la plage vers, 18h30-19h et on passe la soirée à la plage. Ça, c'est ce qu'on a pris comme habitude, une habitude véritablement locale puisque à partir de 18h30 les touristes s'en vont et les locaux arrivent pour profiter de la plage. Trop bien. Et justement, par rapport à ces habitudes, qui sont bien ancrées, qu'est-ce qui a le plus changé dans ton quotidien et à quoi tu t'es habitué plus facilement et qu'est-ce qui t'a pris le plus de temps au contraire? Moi, je pense qu'on s'habitue, relativement rapidement à la vie en Andalousie. Moi, je pense qu'il y a énormément d'avantages à vivre ici, dans la région de Malaga. On a la chance de vivre avec un soleil qui est présent la plupart du temps. Cela change véritablement la vie, hein. On est toujours de bonne humeur, le rythme est aussi moins endiablé qu'à Bruxelles, par exemple. On peut plus facilement, prendre le temps d'un café, d'una cerveza, una caña, l'étendue des possibles,
est beaucoup plus large. J'ai la sensation que l'on peut réaliser de belles choses ici, si on le fait avec, passion et envie. J'aime le fait aussi que l'on partage des plats quand on va des tapas, ir des copas, ir des tapas. C'est typique d'ici, c'est une particularité, locale. On se réunit en dehors de chez soi et on va prendre un verre, on partage un bon moment autour, d'un plat qu'on va partager ou autour de tapas. Les Andalous n'ont pas trop l'habitude de recevoir chez eux. Dès lors, on se retrouve plutôt dehors sur les terrasses des bars, des restaurants et par contre, avec mes amis, français, belges et autres expatriés, on continue plutôt à se retrouver chez nous et on continue à inviter, à recevoir nos amis. Mais avec les Espagnols, c'est vrai, c'est plutôt, à l'extérieur. Mais ça, c'est vrai, c'est un des trucs qui m'avait plus frappé aussi. Ce qui m'avait étonné, c'est qu'il y a les enfants qui sont au bar, au café pendant la journée jusqu'à super tard le soir. Culturellement, nous, en tout cas en France, on le voit pas trop. Enfin, à 22 heures, les enfants qui sont encore en train de jouer au parc, c'est pas du tout commun, alors qu'ici, ça se fait beaucoup. Et du coup, je me suis dit pendant le covid, ça a dû être super dur pour, les Andalous parce qu'ils ont tellement une culture à être dehors, à se retrouver tout le temps, que ça a pas dû être facile. Je sais pas comment tu l'as vécu toi, si tu étais sur place au moment du covid? Ouais, oui, ça n'a pas été simple du tout pour eux, ça a été simple pour personne, je pense, mais les règles étaient très strictes, ici en Espagne puisqu'on ne pouvait pas sortir, de chez soi sauf, en cas d'urgence médicale ou en cas de course et encore on inspectait, les tickets de course, bien voir d'où vous venez, si vous êtes bien allé au magasin le plus proche de chez vous et puis il ne faut pas non plus oublier, c'est que, bah, les Andalous ne vivent pas non plus, dans des villas, exceptionnelles avec, de grands jardins, d'immenses terrasses et cetera. Donc c'est vrai que pour eux, c'était plutôt compliqué puisque, les maisons andalouses typiques ou appartements occupés par les locaux, sont des appartements avec des petites terrasses, dans le meilleur des cas. Mais bien souvent, on n'a pas forcément un jardin ou une terrasse. Donc, imaginez cette période, de confinement n'a pas été simple, pour les locaux, c'est sûr. Et puis culturellement, comme vous le dites, c'est vrai qu'on a cette habitude de sortir, d'aller voir, les amis, de se retrouver à l'extérieur. Il y a encore énormément, de liens sociaux qui sont développés autour des cafés, des bars, des restaurants. C'est typique et vous le soulignez aussi, il y a cette culture aussi où les enfants ne sont pas mis au lit, relativement tôt, hein. Moi, je sais que, par exemple, mon fils, quand on est arrivé ici, avait, 4 ans. Eh bien, c'est vrai qu'il a toujours, dû respecter les horaires, belges, alors que j'entendais les voisins, d'à côté où les enfants, étaient encore en activité, après 23 heures, quoi. Alors que mon fils, une fois 8h30, 9h, il était au lit, quoi. Ouais, c'est drôle ces différences-là d'un pays à l'autre. Et peut-être, pour finir sur, l'aspect, vie, immersion et toi, ton expatriation depuis 10 ans, si tu devais trouver des inconvénients à la vie là-bas ou peut-être au moins un, parce qu'on a compris que pourtant il y en avait quand même pas beaucoup, ce serait quoi? Ouf, la question, le piège, c'est difficile en tout cas de trouver, des inconvénients à l'expatriation ici en Andalousie ou sur la Costa del Sol. Oui, c'est vrai qu'ils sont, peu nombreux, j'avoue ne pas en voir. Peut-être, la période du 15 août au 15 septembre sur la Costa del Sol, pour moi, il y a trop de monde, trop de voitures, beaucoup trop de bouchons, surtout, au passage de Marbella. C'est vrai que ce n'est pas ma période préférée, même si elle correspond aussi aux processions de la Vierge del Carmen entre, terre et mer. C'est vraiment, un super événement. C'est le 16 juillet ici, dans pratiquement toutes les stations balnéaires, de l'Andalousie. C'est aussi celle de la fameuse, feria de Malaga aussi autour du 15 août, hein, donc les fabuleuses, fêtes de Malaga qui ont lieu aussi autour du 15 août et qu'il faut pas absolument pas manquer. Voilà, ça c'est une période que j'aime moins et j'essaye toujours de partir en vacances, et de sortir en tout cas de la Costa del Sol pendant cette période, du 16 juillet au 15 août. J'ajoute aussi que j'ai, le sentiment aussi que les prix ont quelque peu grimpé ici. Les 12 derniers mois, j'entends plus fréquemment autour de moi, des gens qui disent: «Ah, l'Andalousie, ce n'est plus aussi bon marché qu'avant». C'est vrai que le panier moyen a grimpé et que l'on note, le changement aussi sur les cartes de restaurants. Pas mal de monde autour de moi me disent, derniers mois, les augmentations sont vraiment sensibles, et significatives. Ouais, je te rejoins. J'étais à Cadix en octobre 2023 et j'y suis retournée là au mois de janvier. J'ai vu qu'il y avait une différence de prix, Énorme, hein. Mmh. alors même que c'est pas une ville, très chère quand même. Très touristique, ouais, très cher, non.
Bah, c'est un peu touristique, mais c'est pas, très, très cher. Oui, puis par rapport avec Malaga, Ouais, ce sera la plus touristique. non, pas du tout. En effet. OK et donc maintenant question peut-être un peu plus pratique. Si je veux m'expatrier en Andalousie demain, comment ça se passe? Quelles sont les démarches administratives? Comment on s'y prend? Bah, mon premier réflexe, serait de te conseiller de te plonger, dans les archives d'Esprit Sud Magazine, puisqu'on a, déjà 20 numéros qui sont en lecture gratuitement sur notre application et notre page web. On y retrouve des carnets administratifs touchant aux démarches administratives, obtenir son IE, obtenir sa carte de la sécurité sociale, aller, rencontrer un assesseur fiscal, donc une personne qui va se charger, par exemple, si tu veux être indépendant, de te mettre autonomo, des témoignages aussi, de personnes qui s'expatrient, de savoir comment ils vivent la situation, des répertoires aussi avec des personnes clés, qui peuvent être utiles aussi. On y retrouve des informations sur le système scolaire aussi, utiles lorsque l'on a des enfants bien sûr, sur l'immobilier avec des trucs et astuces, pour, des investissements réussis, pour pas tomber dans des pièges aussi. Et depuis quelques numéros aussi, nous nous sommes adjoints aussi les conseils précieux d'une, psychothérapeute, elle s'appelle Audrey Thomas. Elle est installée à Malaga et elle écrit des billets sur l'impact de l'expatriation sur soi et sur notre famille. Ces articles ont beaucoup de succès et suscitent pas mal de réactions. Voilà, c'est très intéressant de se plonger dans toute cette documentation. Mon avis, je pense que l'expatriation est un succès lorsque l'on a des objectifs clairs. Donc, avant de venir s'expatrier en Andalousie, je pense qu'il faut véritablement, savoir ce que l'on va y faire, donc de se fixer des objectifs évidents, clairs, limpides, que l'on comprend et que l'on intègre, comme je le disais tout à l'heure, à tout ce qui a eu ses coutumes locales, que l'on maîtrise un minimum la langue de la région et que l'on est ouvert aussi, d'esprit pour, être prêt à partager, aussi bien avec les expatriés qui sont ici que, vers les locaux, aller vers les francophones parce que ça facilite les contacts, ça rassure vraiment dans un premier temps, mais aller aussi vers les andalous pour, une expérience complète. Pour moi, c'est ça, les clés d'une, expatriation réussie. OK, super intéressant. Il y a plein d'éléments dans ce que tu as dit. Donc, pour toutes les ressources que tu as citées et aussi les lieux, parce que tu en as cité pas mal, je les mettrai en description pour que les personnes qui écoutent le podcast puissent les retrouver facilement et notamment le site d'Esprit Sud. Et puis, donc, tu as mentionné l'application. Très bien. Tu disais qu'il fallait avoir un objectif clair quand on arrive en Andalousie. Bon, toi, ton expatriation a été aussi synonyme de reconversion. Donc, pour revenir à ton parcours dont on parlait au début et peut-être fermer la boucle, est-ce que tu savais déjà ce que tu allais faire? Est-ce que c'est venu après? Comment ça s'est passé, Non, moi, ça a été, une question plutôt d'hasard. Moi, mon objectif, c'était de passer 12 mois de réflexion et de réaliser quel était, l'axe ou l'orientation que j'allais donner à ma deuxième partie de vie. Et c'est vrai que les langues étaient une évidence puisque je parle néerlandais, français, anglais, espagnol. Et donc pour moi, c'était, évident que le tourisme pouvait m'offrir de belles opportunités. Et puis le hasard a fait qu'un jour, un groupe de guides s'est proposé à moi. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et l'expérience était concluante. J'ai retrouvé vraiment, des sensations exceptionnelles. Les gens, sont émerveillés de découvrir l'Andalousie, donc ce n'est que une sphère positive, à l'inverse véritablement de mon boulot avant où, j'adorais mon boulot, je le faisais avec passion, je trouvais ça extrêmement passionnant, ce boulot de profiler, pour la police, fédérale en Belgique. Mais c'est vrai qu'ici, je reviens à la maison le soir ou après, un circuit, après un séjour avec les personnes de quelques jours, entièrement satisfait. Les gens sont positifs. Il y a que du positif, en fait, à travailler. Il y a des fois, je me dis que je n'ai pas la sensation de travailler. Je suis payé pour, vivre des expériences andalouses, pas forcément pour travailler. Je ne conçois pas d'avoir une vie professionnelle en Andalousie. Or, je suis actif, par rapport au magazine, j'ai écrit un livre, le guide de voyage. On crée aussi des événements avec la communauté francophone ici. On intervient maintenant avec le groupe Mazette, de Madrid, qui est un club, pour des professionnels qui se rencontrent et qui partagent leur expérience en français. Hem, j'ai aussi, mes activités de guide, bien sûr. Maintenant, j'ai lancé, avec, mon ami, Maud Maluenda,
une agence de voyage, qui vise un tourisme différent aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai énormément d'activités et si je devais mettre bout à bout, tout cela, je pense que je travaille, 14 à 16 heures par jour. Mais je n'ai pas la sensation de travailler. Pour moi, ça reste juste, du plaisir et c'est ça la chance que j'ai, c'est d'être payé pour, vivre de ma passion. Ouais, c'est super chouette, c'est super inspirant. Merci pour ton partage. Bon, peut-être la question la plus dure de l'épisode. Oui? En un mot, qu'est-ce que l'Andalousie représente pour toi? En un mot, je dirais paradis OK, tu tout dit là. ou alors mon amour. Le nom de mon guide de voyage, c'est mon amour. L'Andalousie, c'est mon amour aussi. Bon, c'est 2 mots, mais bon. Amour alors, voilà, amour ou paradis. Ça marche, ça 2 montés en balance. ça me va super. Alors pour retrouver Esprit Sud Magazine et peut-être ton agence de voyage aussi, Flamenco Olé, où est-ce qu'on peut te suivre et te retrouver pour trouver les ressources dont tu as parlé sur les réseaux sociaux et cetera? Nous avons pour Esprit Sud Magazine l'application pour Apple et Android. Elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur, Apple ou Android. Il y a un site web aussi, www.espritsud.es. Pour voyager différemment, l'agence s'appelle Flamenco Olé. Vous la retrouvez aussi sur le site web www.flamenco-olé-voyage au pluriel.com. Et si vous désirez vous procurer le guide Andalousie mon amour, il est disponible sur notre boutique en ligne www.boutique.espritsud.es. Et côté réseaux sociaux, on est également présent sur Facebook et sur Instagram. Nickel. Bah, encore une fois, je mettrai toutes les ressources, en description. Écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter pour conclure cet épisode? Non, on a parlé de beaucoup de choses et je trouvais ça, cet échange très, très intéressant. Je voudrais passer un petit message à tous ceux qui n'osent pas le changement et qui se sentent englués dans un quotidien qui ne correspond plus à leurs attentes. Oser de changer de vie, que ce soit pour venir ici en Andalousie ou ailleurs, hein. En 2023, je me souviendrai toujours, j'effectuais un reportage à Salobreña, un reportage de photo. C'est une petite ville magnifique, dominée par une forteresse. La petite ville est tournée vers la mer, sur la côte de la province de Grenade et je reviens à ma voiture après avoir fait le reportage de photo. Ma voiture est aux couleurs, du magazine Esprit Sud et une dame sort de chez elle et elle vient à ma rencontre, et elle s'adresse à moi en français. Elle me dit: «Merci» et elle me dit, que c'est grâce à mes éditos, diffusés dans le magazine qu'elle adore et qu'elle se procure à chaque fois, qu'elle s'est décidée, à franchir le pas et qu'elle ne regrette pas, ce changement. Donc on a eu tous les 2 les larmes aux yeux parce que son témoignage était tellement, émouvant et elle était tellement reconnaissante et elle me dit, «Le magazine et vos éditos ont véritablement changé ma vie parce que toute l'énergie positive que vous mettiez dans les éditos m'ont vraiment donné la force de me dire: "C'est vrai, je vais changer de vie et je vais oser, m'installer en Andalousie"». Elle a acheté une petite maison à Salobreña et j'ai toujours ma devise, est celle-ci: «Only one life». On a juste une seule vie, donc on doit la vivre à fond et sans regret. Merci beaucoup pour ce chouette message porteur de sens, qui conclut parfaitement l'épisode, en tout cas Frédéric. Merci Chloé pour, cet entretien. C'était vraiment, super et j'espère que l'équipe, de Nomadness, appréciera en tout cas, notre conversation. Sans aucun doute et j'ai encore plus hâte d'y retourner. Parce que bon, je suis nomade, mais tu sais, ça me rappelle. Il y a plein d'endroits que j'ai adoré où j'étais, mais l'Andalousie, ça me rappelle tout le temps, tu vois? Ce qui est pas le cas partout. Ouais, mais c'est viscéral, hein, cette zone, elle est viscérale. On en est complètement, Mmh. moi, je suis fasciné par tout ce que je vois, tout ce que je rencontre, et parfois, tu vois, ça m'arrive encore de découvrir des petits villages, tu approches d'un village, tu vois un immense, alcazar ou une immense forteresse, et tu te dis: «Mais on est au milieu de nulle part». Il y a à peine, 3 000 4 000 habitants et tu entres dans ce village, tu as un superbe alcazar, des ruelles magnifiques, un patrimoine incroyable, des fêtes locales, exceptionnelles et tu te dis, «Mais, on peut multiplier ça par, 300-400». Il y a tellement de destinations ici, c'est assez incroyable. Moi, je dis: «Il faut toute une vie pour découvrir tout ce que l'Andalousie a à vous offrir». Donc j'ai intérêt à me préparer parce qu'il m'en reste encore pas mal à voir. Ah, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour, la lumière, que tu as apportée là, sur ce ciel, sur cette grisaille parisienne, pour moi. Ah, mais avec plaisir. En tout cas, on sent que tu aimes vraiment
la région dans laquelle que tu as choisie et puis c'est un plaisir, de sentir, que ça te fait vibrer et que ça continue à te faire vibrer 10 ans après. Ouais, ouais, ça, ce sera jusqu'à la fin, je pense. C'est vraiment chouette. À bientôt Frédéric. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Si vous voulez vous aussi connaître l'Andalousie, je vous ai préparé une carte interactive qui regroupe tous les lieux mentionnés par Frédéric dans cet épisode. Ils sont classés par catégorie pour que vous puissiez vous y retrouver le plus facilement possible. Et puis, si l'épisode vous plaît et si vous aimez mon travail, alors je vous laisse vous abonner et donner 5 étoiles au podcast. Ça prend moins de 5 secondes et vraiment, ça soutient mon travail. Puis, si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez toujours m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou me partager vos idées. Allez, à très vite!